Bonjour, quel statut juridique choisir? Cette question se pose inévitablement à tous les créateurs d'entreprises. Alors pour vous aider à y voir plus clair, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Carré de CCI France. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors comment on choisit son statut? Pas par hasard. On choisit son statut en fonction de plusieurs choses. D'abord, de son activité, de l'ambition qu'on peut donner à son activité, des clients qu'aura cette activité, des protections sociales, enfin bref, c'est un sujet dont on parle une fois qu'on sait ce qu'on va faire, à qui on va le vendre, avec qui on va travailler, comment, etc. Donc en général, les créateurs se posent la question tout de suite et nous, on les pousse à se poser la question à la fin. Et c'est en fonction des réponses qu'on va apporter à ces différentes questions qu'on va pouvoir choisir le statut qui correspondra le mieux à la création d'entreprise. Oui, parce qu'en fait, il n'y a plus aujourd'hui une logique. Je suis tout seul, donc je me mets en entreprise individuelle et je suis à l'impôt sur le revenu. Non, aujourd'hui, on peut être tout seul, en société, à l'impôt sur le revenu. On peut être à plusieurs, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Donc, on peut être travailleur salarié ou travailleur non salarié. Donc, tout est possible. Alors c'est un petit peu plus compliqué du coup parce que ça oblige à choisir. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas trop de choix. Donc là, il y a plus de choix. Donc qui dit plus de choix dit qu'il faut décider. Et pour bien décider, il faut se poser les bonnes questions. Et effectivement, il ne faut pas confondre. Il y a plusieurs éléments dans l'entreprise. Il y a le propriétaire, il y a celui qui va diriger l'entreprise, il y a le régime fiscal de l'entreprise, il y a le régime social du dirigeant. Et donc tout ça, il faut se demander quel est le mieux pour moi et pour mon entreprise, et puis assembler. Sans faire un cours de droit, est-ce qu'on peut quand même rappeler les principaux statuts qui s'offrent aux créateurs d'entreprises? Alors, il y a deux formes juridiques aujourd'hui en France. Il y a l'entreprise individuelle et la société. Mais au sein de ces deux formes juridiques, il y a différents statuts. Au sein de ces différents statuts, il y a différentes formes juridiques. C'est un petit peu complexe. Donc, quand on est en entrepreneur, entreprise individuelle, alors l'année dernière, il y avait l'auto-entrepreneur, qui donc n'existe plus, qui est remplacé par le micro-entrepreneur. Donc, c'est un régime fiscal particulier. Et puis, il y a l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'EIRL. Quand on est en société, il y a l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SARL, la SA, la SAS, et là il y en a de nombreux. Donc vous voyez, il y a deux formes juridiques, et en dessous de ces formes juridiques, il y a différents statuts. C'est important de bien choisir son statut juridique, mais est-ce que c'est quand même, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que la réussite d'une entreprise va dépendre du statut juridique qu'on aura choisi? Non, c'est de la logistique, c'est le cadre. Donc c'est vrai que, j'en sais rien, si vous souhaitez devenir Google, c'est vrai que si vous démarrez en entreprise individuelle, ça va vite devenir compliqué parce qu'il y a une limite de chiffre d'affaires, etc. Enfin, en entreprise individuelle, à un moment donné, il y a des régimes fiscaux, on peut avoir une limite de chiffre d'affaires, bref. Voilà, et puis il faut des associés, donc ça n'a pas vraiment de sens. Et puis c'est toujours un petit peu embêtant en France de faire des changements. Voilà, c'est toujours plus facile de démarrer avec la bonne forme juridique, le bon statut, celui qui va nous emmener où on a envie d'aller. Donc tout ça n'est jamais irrémédiable, on peut changer, on peut faire évoluer, c'est pas gênant, ça fait de la paperasse. Donc le mieux c'est de bien choisir au début. C'est ce que j'allais dire pour quelqu'un qui vraiment s'est planté. Au bout de quelques années d'activité ou de quelques mois, il y a quand même toujours la possibilité de modifier et de changer de statut. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand vous êtes par exemple en entreprise individuelle et que vous voulez passer en société. Il faut fermer l'entreprise individuelle, apporter l'entreprise individuelle éventuellement à la société. Enfin bref, voilà, c'est vrai que ça fait quelques paperasses en plus. C'est pas utile. Donc c'est vrai que nous, quand on accompagne les créateurs, quand on sait un peu l'horizon qu'ils veulent donner à leur entreprise, l'ambition qu'ils lui donnent, eh ben, autant fixer tout de suite le statut qui permettra de servir cette ambition et pas obliger tous les 3 ou 4 ans à chaque palier de faire évoluer son statut juridique. C'est de la paperasse pour rien. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples pour illustrer ces cours théoriques, entre guillemets, mais d'activités et de dimensions pour voir quel statut correspondrait le mieux? Donc, vous travaillez pour les chambres de commerce et d'industrie. Donc, imaginons quelqu'un qui fait, je sais pas, qui veut créer son restaurant, qui veut avoir une petite entreprise.
quel statut on pourrait lui recommander? Qu'est-ce qui serait le plus adapté à ce qu'il veut faire? Bah déjà, un restaurant, ça peut être, c'est une petite entreprise, mais il y a déjà une chose à faire, c'est souvent de racheter le fonds de commerce. Donc, ça demande de l'argent. En général, donc on va chercher des fonds à l'extérieur. On n'a pas nécessairement les fonds. Donc, quand on va chercher comme ça de l'investissement à l'extérieur, auprès d'investisseurs extérieurs, quels qu'ils soient, tout de suite, c'est la société qui s'impose. Après, quelle que soit la forme, mais c'est tout de suite la société qui s'impose, puisque en entreprise individuelle, il y a une fusion complète entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine de l'entrepreneur. Donc, quand vous êtes banquier, vous aimez bien prêter plutôt à une société où il y a une distinction entre les deux patrimoines et où les choses sont plus claires, plus organisées. En général, une société est plus rassurante pour un investisseur, à tort ou à raison. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plus rassurant. Donc déjà, quand vous avez des investisseurs extérieurs, la société a plus de sens. Ensuite, peut-être que ce restaurateur, il mettra le cuistot comme associé. Et auquel cas, tout de suite, effectivement, dès qu'il y a un associé, on part en société. S'il a des salariés, peu importe, entreprise individuelle ou société, là c'est plutôt le régime fiscal qui va importer. Quand vous êtes en entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise, donc où vous êtes taxé par rapport à votre chiffre d'affaires, avoir des salariés, déjà il y a un plafond de chiffre d'affaires, donc pour avoir des salariés, il faut voilà. Et donc là, vous allez plutôt être au régime fiscal qu'on appelle le réel normal, où donc vous payez vos impôts sur la réalité de ce que vous gagnez. Après, il y a le réel simplifié, où il y a des abattements, bref, donc tout ça n'est pas aussi simple. Donc vous voyez que ça dépend, au-delà d'activité, c'est vraiment l'environnement aussi qu'il va y avoir autour. Et puis après, effectivement, il y a l'histoire du statut social du dirigeant. Est-ce qu'il va être travailleur salarié ou non salarié? Donc est-ce qu'il va être au régime de la sécurité sociale ou au régime des indépendants? Tout ça dépend si c'est un homme ou une femme, parce que l'histoire de la grossesse, c'est pas pareil des deux régimes. Bref, les délais de carence sont pas les mêmes en tant que remboursement. Enfin, tout dépend de la mutuelle de son époux. Enfin, bref, voilà, il y a toutes ces questions à se poser. C'est une question aussi de couple, de patrimoine aussi de la famille. Enfin, voilà, il y a tout ça à se poser comme question. En fait, c'est compliqué, mais c'est surtout qu'il y a de multiples critères, qu'il y a beaucoup de possibilités, et donc il faut choisir la bonne. Qui peut accompagner le créateur d'entreprise? Qui peut le conseiller dans le bon choix du statut de son entreprise? Alors, en fonction de la complexité et puis également de l'investissement personnel, le notaire est le plus efficace. Nous, en tant que chambre de commerce, évidemment, on peut expliquer le panorama et orienter vers une solution. À un moment donné, il y a une histoire de patrimoine personnel à protéger. Et là, nous, on ne rentre pas dans le patrimoine personnel, évidemment, de nos créateurs. Il faut se poser la question avec le notaire en général, parce qu'il y a aussi peut-être un changement de régime matrimonial à effectuer pour protéger la famille en cas de défaillance, bien évidemment. Il peut y avoir des actes juridiques à faire. Donc en général, c'est le notaire qui est le mieux approprié. Et vous avez des astuces, entre guillemets, pour trouver un bon notaire? Ce que je veux dire, tout le monde n'a pas forcément un notaire de famille. Et comment on fait pour avoir un notaire qui va être de bons conseils? Alors, il y a des notaires, c'est vrai, qui sont plus à l'aise sur donc le droit de la famille. Donc, il y a une spécialité. Et puis surtout, il y a des notaires qui sont plus avec des créateurs que d'autres. Maintenant, on est quand même sur des choses assez simples. Il y a la protection du patrimoine de la famille. Donc, évidemment, si le couple est en communauté, par exemple, en général, on propose la séparation de biens. Tout ça n'est pas aussi simple que ça, hein. Voilà, si tout a acheté en communauté, tout ça n'est pas si simple que ça. Là, on est vraiment sur des actes assez classiques pour un notaire quand même. On l'a évoqué un petit peu dans cette émission, le gros changement, c'est la simplification et l'uniformisation des statuts. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avec la disparition du statut d'auto-entrepreneur? Alors, auto-entrepreneur, c'est un mot qui avait été inventé. En fait, ce qu'on appelait les auto-entrepreneurs, c'était trois choses. Il y a eu un régime social inventé pour les auto-entrepreneurs. Donc ça, c'était une vraie innovation. C'est-à-dire qu'ils payaient leur cotisation sociale sur leur chiffre d'affaires. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on paye toujours, enfin, ceux qui sont les nouveaux auto-entrepreneurs, qui s'appellent les micro-entrepreneurs, payent toujours leur cotisation sociale sur leur chiffre d'affaires. Deuxième chose, on avait inventé un nouveau régime fiscal qui était donc le micro-fiscal simplifié,
pour payer son impôt éventuellement sur son chiffre d'affaires. Ça existe toujours. Et la troisième chose qu'on avait inventée, c'était de pouvoir être indépendant sans s'immatriculer. Donc ça a été supprimé. Et en fait, donc aujourd'hui, il y a eu fusion entre aujourd'hui, il n'y a plus d'auto-entrepreneurs. Enfin, il y a encore, puisque ceux qui sont auto-entrepreneurs ont encore 1 an pour s'immatriculer, enfin presque 1 an jusqu'au 18 décembre de cette année. Et les nouveaux doivent s'immatriculer dès maintenant. Et ils sont donc d'office au régime fiscal micro-entreprise et au régime social micro-social. Est-ce qu'ils vont perdre quelque chose, ceux qu'on appelait les auto-entrepreneurs, avec cette modification ? Non, parce que la vraie différence, c'est l'immatriculation. Voilà, donc s'immatriculer, le formulaire, c'est le même quasiment. L'immatriculation est gratuite. Donc, ils sont immatriculés. Aucune réelle différence, si ce n'est qu'effectivement, il y a une vraie reconnaissance. Ils ont un RCS, ce qu'ils n'avaient pas avant. Il y avait une impression qu'ils étaient un peu des sous-entrepreneurs parce qu'ils n'avaient pas de cabis, ils n'étaient pas au RCS. Là, ils sont entrepreneurs comme les autres, immatriculés comme les autres. Donc non, il n'y a rien à perdre. Et on peut terminer cette émission peut-être aussi en évoquant un statut particulier pour quelqu'un qui veut tester son projet avant de créer son entreprise et d'avoir un statut juridique. Il y a le système aussi qu'on appelle le portage salarial. Oui, le portage salarial, en fait, vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, mais vous êtes salarié, donc vous êtes libéré de toute paperasse. Et donc quand vous avez une mission, c'est donc la société de portage salarial que vous avez choisie qui fait le devis et qui facture votre client. Donc au niveau des coûts, c'est un petit peu différent puisque vous êtes salarié. Donc la société de portage salarial va payer les cotisations sociales, patronales et salariales. Et puis elle prend des frais de gestion. Donc il faut regarder, tout dépend de la nature de la mission. Si c'est des missions ponctuelles, ça vaut le coup. Ça évite justement de vous immatriculer. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que micro-entrepreneur, à partir du moment où pas de chiffre d'affaires, pas de taxes, si vous ne facturez pas même pendant 3 mois de suite, ça vous ne coûte rien, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régimes. Donc l'un ou l'autre, vraiment c'est une question de choix. Il y a un petit surcoût quand même en portage salarial. Nathalie, merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis pour récapituler cette émission, parce que c'est vrai que c'était complexe, qu'il y a de multiples possibilités quand on veut créer son entreprise. Vous allez bien évidemment sur le site des chambres consulaires, www.cci.fr, pour avoir un premier niveau d'information. Allez voir votre notaire, faites-vous accompagner. Si vous voulez revoir cette émission pour bien décrypter, c'est www.demain.fr. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.